high-tech terrorists. Cyber terrorist. Information terrorism. Shut it down. We're going to hang you. Use a drone or something. A bullet in the brain. Illegally shoot the son of a... Information warfare is warfare. And Julian Assange is engaged in warfare. Information terrorism, which leads to people getting killed, is terrorism. And Julian Assange is engaged in terrorism. He should be treated as an enemy combatant. WikiLeaks should be closed down permanently and decisively. Should the United States do something to stop Mr. Assange? We're looking at that right now. The Justice Department is taking a look at that. I would argue that it's closer to being a high-tech terrorist than the Pentagon Papers. This disclosure is not just an attack on America's foreign policy interests. It is an attack on the international community. The head of WikiLeaks is not a particularly credible source in my mind. He is a, in my mind, he's a criminal, and he ought to be hunted down and grabbed and put on trial for what he has done here. I think the man is a high-tech terrorist. He's done in Assange. Yeah. He needs to be prosecuted to the fullest extent of the law, and if that becomes a problem, we need to change the law. Well, I think Assange should be assassinated, actually. I think Obama should put out a contract and maybe use a drone or something. You don't want to act panicked and have the Well, you don't have to act panicked. You can act tough and say, if we catch you, we're going to hang you. Yeah. Well, whatever. We heard some of that from Holder. Julian Assange is a cyber terrorist in wartime. He's guilty of sabotage, espionage, crimes against humanity. He should be killed. How is it? How is it that the WikiLeaks guy remains free? You know, back in the old days when men were men and countries were countries, this guy would die of lead poisoning from a bullet in the brain, and nobody would know who put it there. The way to deal with this is pretty simple. We got special ops forces. I mean, the dead man can't leak stuff. This guy's a traitor, a treasonous, and he has broken every law of the United States. The guy ought to be, and I'm not for the death penalty, so if I'm not for the death penalty, I only want to do it, illegally shoot the son of a... It's time that the Obama administration treats WikiLeaks for what it is, a terrorist organization whose continued operation threatens our security. Shut it down. Shut it down. It is time to shut down this terrorist organization, this terrorist website, WikiLeaks. Shut it down, Attorney General Holder. Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints au Centre Pompidou, merci aussi à ceux qui nous regardent sur l'idée.fr et sur mediapart.fr qui nous a fait l'amitié de retransmettre aussi le flux. Merci donc de nous avoir rejoints pour cette soirée de soutien et de débat alors que Julian Assange entame sa 5e année d'enfermement à l'ambassade d'Équateur à Londres. Avant de commencer, juste signaler que la réalisatrice, la documentariste In Medeb et le philosophe Edgar Morin, qui devaient être aussi parmi nous ce soir, sont excusés. La première est en tournage et le deuxième est souffrant. Je vais tout de suite passer la parole à celui qui est à l'initiative de cet événement, c'est Bernard Stiegler. Bonsoir à tous. Merci de votre présence et de votre soutien pour Julian Assange. Nous avons accueilli Julian Assange ici au Centre Pompidou il y a 7 mois, dans le contexte des entretiens du monde industriel qu'organise l'Institut de recherche et d'innovation chaque année au mois de décembre. Nous y affirmions alors la nécessité de réinventer le World Wide Web et le fait que celui-ci est foncièrement menacé par la data economy et parce que Gert Löwing appelle le capitalisme des plateformes. Je souligne ici qu'il y a 2 semaines, au cours de la Decentralized Web Summit qui s'est tenu les 8 et 9 juin à San Francisco, Tim Berners-Lee faisait référence à la technologie de la blockchain dans la perspective d'un nouveau web décentralisé. Donc la thématique d'une réflexion sur une relance de l'architecture du web, un retour aux fondamentaux du web
est centrale. Et il est évident que c'est aussi une question qui est au cœur de l'action de Wikileaks. Julian Assange a souligné dans son intervention du 14 décembre ici au Centre Pompidou que les formations politiques et leurs représentants de gauche comme de droite ont abandonné au marketing stratégique la question du devenir et de la socialisation de la technologie numérique, et donc du devenir et de la socialisation de la jeunesse. Nous nous sommes revus il y a 3 semaines à Londres avec Julian Assange à l'ambassade de l'Équateur pour approfondir la discussion sur ce sujet qui se tient aussi avec Evgeny Morozov, qui était d'ailleurs également présent, et qui se poursuivra dans les mois qui viennent. Nous avons décidé avec Arsène Lucianis et l'Institut de Recherche et Innovation, et avec Libération, et c'est joint aussi Mediapart en le diffusant cet événement, de soutenir Julian Assange ce 19 juin 2016, qui ouvre la 5e année de ce que la commission de l'ONU, qui a examiné sa situation et l'a rendu publique en février dernier, a nommé une détention arbitraire et a appelé à ce qu'il y soit mis fin. Nous remercions très vivement Serge Lavigne, le président du Centre Pompidou, d'avoir bien voulu accueillir cet événement qui est synchronisé avec 7 autres semblables dans le monde et au cours duquel, 8 autres, au cours duquel nous allons entendre des témoignages motivés de soutien de la part d'artistes, d'écrivains, de philosophes et de personnalités de la culture et de la vie publique, en commençant par Ai Weiwei. Nous écouterons également Juan Branco qui fera le point sur la situation juridique de Julian Assange et de Wikileaks. Puis nous écouterons Julian Assange lui-même dans une intervention par Skype qui se tiendra à 20h30. Ensuite, à 21h45, c'est-à-dire dans une heure, nous entamerons la seconde partie de cette série de témoignages de soutien avec Edwin Plenel qui commencera cette deuxième partie vers 22h. Je clôturerai moi-même ces interventions, après quoi nous aurons une discussion avec les personnes ici présentes. Donc il y a des interventions par vidéo, enregistrées ou Skype, et des interventions avec nos invités qui nous ont fait l'amitié de venir nous aider dans ce soutien, nous soutenir avec nous Julian Assange, avec Amel Kitton donc. Et dans l'entretien que Julian Assange a donné à Libération hier, enfin qui a été publié hier ou avant-hier, Julian Assange, je voulais insister sur ce point, présente Wikileaks, qui est un site, comme un instrument de travail pour les collectivités politiques, pour les collectifs, disons, qui veulent maintenir la vérité, ça c'est moi qui l'ajoute, comme critère primordial et inconditionnel de toute décision dans une société rationnelle et politique. Cet instrument, Wikileaks, qui est un instrument extraordinaire, est au service de l'établissement de la vérité. Ça ne veut pas dire qu'il produit la vérité, ça veut dire qu'il donne les moyens d'établir un processus de véridiction, comme disait Michel Foucault, et j'y reviendrai moi-même plus tard. Je voudrais dire ici, pour ouvrir cette discussion, et c'est la parole à Eric White, que ce qui s'est installé à l'échelle planétaire avec Julian Assange, Chelsea Manning, qui a fait 35 ans de prison, et Wikileaks, comme trait typique de notre temps, c'est le fait que les conditions de production et d'établissement de la vérité y sont remises en jeu et en question à un point inouï. En particulier du fait, d'une part, de la généralisation de la traçabilité, et d'autre part, du secret que constituent ce qu'on appelle les boîtes noires, les black boxes en général. Tout cela s'inscrivant dans le contexte d'une guerre économique d'une extrême violence, et qui est caractérisée par ce qu'on appelle désormais la disruption. À l'origine de l'Occident, je vais terminer sur ces points-là, la vérité, à l'origine de l'Occident telle qu'elle s'établit en Grèce ancienne au 7e siècle avant Jésus-Christ, la vérité telle qu'elle est constituée par des règles et des processus de certification qui vont évoluer évidemment au fil des siècles, se fonde alors sur le logos, et c'est ce qui constitue en toutes circonstances le critère de décision délibérée et collective qui caractérise la cité grecque, dont nous sommes en principe les héritiers, en tant que nous sommes toujours, nous l'espérons, encore dans un espace politique. Ce que défend Julian Assange et ce que défend Wikileaks, c'est cette exigence historique quant à notre avenir. Et cela au moment où nous sentons tous que des décisions doivent se prendre dans les années qui viennent et qui constituent ce que l'on peut considérer être un immense tournant dans le destin de l'humanité tout entière. C'est pour renforcer autant qu'il est possible le caractère véridictionnel de cette délibération planétaire, c'est-à-dire producteur de vérité, édictant des vérités, que Assange, Chelsea Manning et Wikileaks ont besoin de notre soutien actif, lucide et clair. Merci beaucoup à vous d'être là pour les soutenir, et nous soutenir avec eux, et je laisse Amel continuer la présentation de cette soirée. Alors on va d'abord voir une série de témoignages et de messages en vidéo. On va commencer par une visite
à l'ambassade d'Équateur du sculpteur, performeur, photographe, architecte, blogueur, contestataire chinois Ai Weiwei. Ensuite, Jean-Michel Jarre, on ne présente plus, qui a enregistré sur son dernier album un duo avec Edward Snowden. L'acteur et metteur en scène Denis Podalides, vous allez voir qu'il a un costume un peu particulier, c'est parce qu'il était en fait en pause de répétition. Il prépare une mise en scène des damnés d'après le scénario de Lucky Visconti, donc il était encore costumé. Et puis enfin, le philosophe slovène marxiste iconoclaste, je crois, comme il se définit lui-même, Slavoj Žižek, qui est auteur récemment d'un livre de 960 pages intitulé Moins que rien. Et on va les lancer tout de suite. I had a kind of Rossellian vision of the world that I think the way to make the world more just and more interesting is for people to be better educated. Sure, they're trying to treat me and WikiLeaks in a corrupt manner, in violation of all sorts of laws and standards, but nonetheless, they have lost all the major confrontations. How is it possible that from the situation of me being detained in this embassy with more than $12 million in police, £12 million in police surveillance alone around the embassy, 100 full-time police, GCHQ and all these other elements of state, that they keep losing? Because they're incompetent. The cohesiveness of that establishment power structure is maintained by secrecy. They perceive it as maintained by secrecy and that it is maintained by fear. And part of that fear is whenever that establishment says, we're going to arrest you, that person is arrested. So you see, for example, in this Chelsea Manning case, terrible case, but okay, we say, look how unjust you've treated, look how unjustly this person has been treated. This is absolutely scandalous and outrageous that this person was treated like. The UN Special Rapporteur on Torture formally found that that Manning had been treated in a cruel and unusual way, formally found the US government. Even the US government's own courts, even the military court, formally found that he'd been illegally punished. So if you like, civil society is saying that, journalists are saying that. At the same time, that's precisely what the US government wants people to say. It doesn't care about seeming to be just. It cares about having people scared of it. It wants to induce fear. And so people go, oh, look at this poor person, how they're being treated. And then the government also goes, yeah, we are treating them really badly. We're treating them really badly. And if you think you want to do something similar, well, that's how you're going to end up treated really badly. It was discovered that they were upstairs. Yeah. Where's the little boy gone? He has his toy. Hi, this is Jean-Michel Jarre. In the maelstrom of billions of informations we are receiving day after day, it is more and more important to support the freedom of speech and also to support a few people trying to go deeper to get
a better information and probably also to go deeper to get the truth, generally speaking. My mom was a great figure of the French resistance. She went into the French resistance at a very early stage in 1941, when lots of people were considering the French resistance as troublemakers, as also for some of them as traitors. And why that? It's because mainly they were reacting against the power in place, against the official power in place. And I've been raised with this idea that when the governors, when the power in place are generating ideas or actions which actually contrary of the human rights or may harm our communities, some of us has to stand up against it. And it's exactly what a whistleblower is saying and is doing. And it's also the reason why, as a musician, has decided to collaborate with someone who is not an artist, who is an engineer and a citizen of the world. I decided to collaborate with Edward Snowden to create a piece of music, actually just to promote these values, to promote the idea that whatever we are, wherever we are, and whenever we are, we have to question the power in place to improve it. Not necessarily not to harm it, but to improve it. And each time the governments or the governors are forgetting the fact that they should serve the governed and not the reverse, we have to support these people. Today we need receptors to promote our values. And amongst them, one of the main receptors is WikiLeaks. WikiLeaks is just another way of approaching the information, of trying to analyze what's going on, and to try to find a kind of truth, but actually a different kind of information. Is the reason why that we need these kind of networks, this kind of community spirit, to try to question powers in place, generally speaking. This is why Julian Assange has to be freed right away. Moi, je suis, comme je pense beaucoup de gens de ma génération, des générations qui m'ont précédé, héritier d'une idée de la démocratie qui nous vient des Lumières. L'autonomie de l'homme, la liberté humaine, la liberté, Rousseau, Hegel, Kant, etc. Je pense que c'est le fond culturel, disons, dans lequel j'ai été élevé. Et dans cet héritage-là, la vérité est quelque chose qui finit toujours par se dire, s'admettre, ça prend parfois du temps, mais la vérité, dans tous les domaines, advient. Et la démocratie est précisément fondée sur un rapport à la vérité et sur la divulgation de la vérité. Et je me rappelle du cours de Michel Foucault, auquel j'ai assisté 2 fois, sur le courage de la vérité. Il parlait évidemment de Socrate. Et je m'étais dit, oui, la vérité, ça va pas forcément de soi, ça ne se divulgue pas, il faut des personnes, il faut des gens, des volontés qui la divulguent, qui la disent, et parfois, ça coûte un certain prix. Alors j'ai toujours pensé que le prix à payer était plus fort, même le prix de la vie dans des dictatures, dans des gouvernements non démocratiques, et que dans les démocraties, surtout dans les démocraties modernes, l'accès à la vérité était une chose relativement naturelle. Julien Assange, c'est la preuve qu'il n'en est rien, que dire la vérité suppose toujours un courage gigantesque, dont peu de gens finalement sont capables. Moi, par exemple, c'est quelque chose qui me semble
à la fois nécessaire et presque parfois inhumain. La vérité est toujours extrêmement difficile à dire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on invente des lieux comme des théâtres, pour qu'elles puissent être dites de manière médiée, dites sans être dites véritablement, dites mais mises en situation, mises sur fond de fiction, afin qu'elles puissent quand même surgir avec force, mais qu'elles n'aient pas cette confrontation directe avec la réalité qui parfois crée tout simplement de la violence. Quelqu'un comme Julian Assange, c'est un acteur de cette vérité-là, mais acteur sur une scène gigantesque et terrible, qui est la scène de la réalité du monde contemporain. C'est d'autant plus violent à penser que c'est un homme qui a quasiment le monde entier contre lui, et qui dit en même temps une vérité, je veux dire, assez simple, tout ce qu'il a dénoncé sur la face noire de la démocratie occidentale, tout simplement. À ce titre-là, il mérite l'attention de tous les, je ne sais pas, j'allais dire tous les gens de bonne foi, de tous les démocrates, de tous ceux qui se réfèrent à un idéalisme démocratique dans lequel la vérité doit être souveraine, doit être dite. Moi, c'est une forme de héros. Julian Assange, aujourd'hui, il doit être, et on ne comprend pas, à première vue, on ne comprend pas quand un État comme l'État français met des bâtons dans les roues, refuse de l'admettre. Je pense que c'est aussi le jeu démocratique, c'est un bras de fer aussi avec l'Amérique. C'est-à-dire qu'un État comme l'État français ne peut pas affronter sur cette question-là, Julian Assange est aussi l'enjeu de conflits qui opposent les démocraties elles-mêmes. Mais nous, citoyens, sommes pratiquement, c'est un devoir de simplement faire connaître le nom d'Assange, d'essayer tant qu'on peut de lui assurer la confiance, de faire en sorte qu'on puisse l'aider et aider le travail de la vérité. Lui, il a eu ce courage-là, il a eu cette intelligence-là, cette capacité-là. Tous ceux qui sont dans le monde des arts et qui ne sont pas forcément dans un rapport frontal avec la vérité doivent néanmoins, s'ils peuvent se regarder eux-mêmes dans le miroir, comme citoyens, se regarder avec un tout petit peu de fierté et d'honnêteté, doivent lui tendre la main. Those who want to change the world, to fight injustices, are today in a very strange situation. On the one hand, there is enough energy for change. There is universal rage. People are protesting all around Europe, in the United States, in third world countries. But there is a tragic dimension to this rage. It is as if one cannot transpose or translate this rage into concrete political project. What do we want? What to do? Here, Julian Assange, whom I am honored to consider my friend, found one of the solutions. You know, we all like to quote the old saying by Mahatma Gandhi, don't wait for another person to do the change. What has to be changed? Be yourself the change you want to be. Assange did exactly this. He showed us what we can do. So the situation is not one of blind despair. We can do it. You don't believe it. Look around the world, forget about him, and just think, remember how the fact of WikiLeaks and all others who follow it, how it changed the entire situation. Even the big powers behave in a different way. They try, to cover their tracks and so on. On the other hand, look at
the field where today the fate of our economies is decided. All these secret agreements, they no longer dare to do them in their secret way, and so on and so on. So you see, that's why Julian is my model. He doesn't have a big project, change the world and so on. He picked out one precise field, the free circulation of information, especially the information which concerns our security, our economic fate, and so on and so on. And he just insists on the end on this. Again, just remember in what a different situation we are today. How things which simply nobody was thinking to do them years ago, now they're simply something that those in power have to take into account. And the field of WikiLeaks, where Julian is acting, is one of the central fields. On the one hand, the digital space offers new possibilities of people directly connecting, forming networks all around the world. At the same time, as we know, those in power try to control this. And as we know, sooner or later, for computers, it will be possible to know us literally better than we know ourselves. Imagine a computer following through Kindle what you read, how much, when did you read it, when did you stop reading, what books did you read, remember your medical records, everything. They will know everything about you. Here we need public to intervene. And that's the big revolution, literally, that he did. But of course, we should never forget that concrete people made of flesh and blood pay for this revolution. On va maintenant accueillir Robin Renucci, acteur, réalisateur, directeur du Centre dramatique national Les Tréteaux de France. Bonsoir à tous. Je veux m'adresser à Julian Assange. Cher Julian Assange, dans un récent entretien que vous avez donné à Libération, vous réaffirmiez que le projet de Wikileaks était avant tout d'étendre la liberté de la presse. Nous sommes le brise-glace engagé dans un conflit avec la glace de la censure, disiez-vous. Nous sommes ici réunis ce soir tout près de vous pour vous remercier de mener ce combat et de continuer à créer ce chemin de liberté pour nous et pour nos enfants. Je vous salue fraternellement. Voici les paroles de Martin Niemöller qui ont inspiré le titre de cette soirée. Quand ils sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas communiste. Quand ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit. Je n'étais pas syndicaliste. Quand ils sont venus chercher les juifs, je n'ai pas protesté. Je n'étais pas juif. Puis, ils sont venus me chercher. Et il ne restait personne pour protester. Martin Niemöller. On va demander à Patrick Bouchin de nous rejoindre. C'est à vous. Mais nous allons partager le micro. Non, voilà, je suis à l'autre bout. Et c'est pour ça que Bernard m'a demandé de venir, et qu'avec Robin, nous faisons des choses. Je pense qu'en effet, il y a l'extrême, c'est-à-dire je suis le gardien de quoi et je suis le gardien de qui, si on prend la suite de ce que Robin vient de dire. Est-ce qu'en effet, tous les jours, je peux être sur le qui-vive et ne jamais rien laisser passer de ce qui paraît être, ne pas être la vérité, ou ne pas être le bonheur,
ne pas être, disons, la chose qui permettrait de garder les choses. Alors, du coup, j'ai décidé d'être tout en bas, de faire les actes les plus petits, c'est-à-dire celui qui permet de vérifier que c'est encore possible. Est-ce qu'en effet on peut, vis-à-vis d'une loi, est-ce qu'on peut, vis-à-vis d'un règlement, est-ce qu'on peut, vis-à-vis d'un acte, dire non, ça n'est pas possible, et de retourner la situation? Alors je me suis attaqué à tous les sujets, puisqu'on pourrait dire, ah voilà, ce sujet-là il est plus facile que d'autres parce qu'il est dans la culture, ce sujet-là il est plus facile que d'autres parce qu'il est dans le social, ce sujet-là il est plus facile que d'autres parce qu'il est dans l'éducation. Mais je pense qu'à chaque fois, en effet, il y a la possibilité de retourner. Et donc j'ai essayé de travailler justement sur la loi, c'est-à-dire qu'est-ce qui nous unit et qu'est-ce qui nous divise. Et donc j'ai commencé à regarder dans la loi, et non pas dans le règlement, y compris dans le code civil, qu'est-ce qui nous unit et qu'est-ce qui fait que tous les jours, une loi qui est faite pour nous unir nous divise. Et est-ce qu'en relisant la loi, et éventuellement donc en mettant à l'épreuve la loi, est-ce qu'il est possible de se retrouver, de se réconcilier et de réarticuler les choses pour comprendre la situation dans laquelle nous nous trouvons? Alors récemment, j'ai décidé à la fin de ma vie, on pourrait dire, de me pencher sur l'éducation et de dire est-ce qu'il est possible de revoir le système éducatif? Est-ce qu'il est possible éventuellement dans la loi de refaire une école telle qu'elle a été imaginée à la Révolution? En lisant donc le Code de l'éducation, ce qui n'est pas une lecture courante, 1600 pages, vous trouvez en préambule du Code de l'éducation les interventions de Condorcet à la Constituante expliquant ce que serait l'éducation nationale. Et vous découvrez que l'éducation nationale que nous vivons aujourd'hui n'est pas celle que nous avions imaginée au moment de la Révolution. Alors, à titre d'exemple, l'école devait être communale, on devait aller à pied à son école, la classe devait être unique, le maître était un pasteur, c'est quelqu'un qui en fin de compte était un colporteur du savoir. Le bâtiment était le bâtiment qui était prêté par la collectivité, c'est-à-dire que c'est le monde paysan qui mettait à la disposition de ce colporteur le bâtiment dans lequel on pouvait dispenser le savoir. Donc ça veut dire que cet enseignement était obligatoirement lié avec la nature. Cet enseignement était écologique, on pourrait dire, puisque les jours où il faisait beau, il n'y avait pas cours, ou éventuellement les jours où le bâtiment n'était pas disponible pour, il n'y avait pas cours. Et donc j'ai décidé de refaire une école de cette façon, en voyant si c'était possible aujourd'hui. C'est-à-dire une école sans enseigne, donc en effet, qui ne se ferait pas référence à un enseignement idéologique, et sans lieu, est-ce qu'on pourrait faire donc une école qui n'aurait pas l'architecture? Donc l'architecture dans laquelle nous vivons tous pourrait être l'école dans laquelle on enseignerait avec les gens qui y habitent. Alors j'ai créé cette école, elle est expérimentale, j'en suis président, j'ai pris toutes mes responsabilités. J'ai décidé donc de signer ce qu'on appelle un contrat de confiance entre les parents et moi, entre les enfants et moi, et de dire que si jamais l'un d'entre nous déroge à cette harmonie que nous avons créée, j'irai en prison. Et à chaque fois que je vais dans cette école, les enfants me disent « Papy, c'est bon, tu n'iras pas en prison, nous nous sommes bien tenus. » Cette école n'a pas de lieu et elle fonctionne à Arles, dans une chapelle qui a été désaffectée à la Révolution. J'avais envie de vous demander à l'un comme à l'autre, comment est-ce que cette question qui est très actuelle aujourd'hui des lanceurs d'alerte, d'un média d'un genre nouveau comme Wikileaks et de manière générale de la transparence et de l'aspiration à la transparence dans les sociétés au sens large, comment est-ce que tout ça résonne chez vous dans votre parcours, dans vos convictions? Et moi je pense qu'il faut être d'ailleurs perpétuellement alerte, donc ça veut dire être léger. Il faut être un lanceur d'alerte permanent, c'est-à-dire que à chaque fois que quelque chose ne convient pas, il faut être un lanceur d'alerte. Et ensuite, toute la question elle est là, c'est est-ce qu'en étant lanceur d'alerte, on peut devenir pratiquant de l'alerte qu'on a lancée? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut devenir instantanément l'acteur de l'alerte que l'on a lancée? C'est ça qui est compliqué. C'est ne pas lancer une alerte et de considérer qu'elle doit être entendue, et étant entendue, on verra quelle action elle a, mais est-ce qu'on peut lancer l'alerte et l'alerte réunie?
Vous voyez, c'est cette liaison qui est complexe, et dans notre démocratie, ce qui est très compliqué, c'est qu'en général, donc, on ne délègue pas cette autorité en ayant lancé une alerte de pouvoir prendre cette décision de pallier éventuellement à la structure institutionnelle qui ne répond pas à la situation dans laquelle vous vous trouvez. Donc est-ce qu'on peut considérer qu'on reçoit une délégation ou éventuellement qu'on prend le pouvoir d'une délégation qu'on ne nous donne pas et que l'on s'autorise à agir dans le cadre de la loi et que l'on remet d'aplomb justement ce fonctionnement démocratique. Je pense que c'est un fonctionnement subversif, mais la démocratie est subversive. C'est très compliqué l'exercice de la démocratie, et je pense que jusqu'à maintenant, on a fonctionné sur une république organisée, voire une république autoritaire, mais on n'a pas fonctionné sur une liberté qui permet à chacun de prendre des choses et de les mettre, enfin, de les expérimenter. Vous voyez, c'est l'absence totale d'expérimentation. Robert Menouchi. Oui, ce qui nous touche au fond de nous, c'est ce qui nous constitue en effet. Denis Podalides citait les Lumières. On pourrait ici également citer le Conseil national de la résistance, qui disait qu'en effet, la presse ne devait pas être en collusion avec le pouvoir. Il est question ici de liberté d'expression, il est question de libre circulation de l'information pour les peuples. Et ça, c'est essentiel si nous voulons que des citoyens puissent participer pleinement, penser par eux-mêmes, être capables de discernement, capables d'un esprit critique. Il faut qu'ils puissent achever une pensée, une réflexion, autre qu'une pensée des grands groupes d'information. Et quand on sait que les grands groupes d'information sont tenus par le pouvoir, politique ou financier, nous sommes loin de ces préconisations du CNR et nous sommes reliés dans le pays des droits de l'homme à cette question de l'accomplissement de chacun, la possibilité, dans le cadre de l'éducation tout au long de sa vie, de l'éducation et de l'élévation tout au long de sa vie, je parlais de l'éducation des élèves, mais aussi de notre élévation constante et permanente, d'avoir un esprit critique et une capacité de discernement. Quand certains d'entre nous sont capables de nous ouvrir la voie d'une autre réalité que celle qui nous sont proposées par les grands groupes médias, eh bien, c'est une possibilité de réflexion pour nous. Nous achevons une réflexion que nous pouvons en prendre à notre compte. Et puis, je crois que c'était Albert Einstein qui disait que le monde avait davantage à craindre de ceux qui tolèrent le mal que de ceux qui le prodiguent. Et au fond, nous sommes nombreux à tolérer. Voilà, une désinformation, une mauvaise information. Et il faut craindre notre tolérance. Voilà, ne soyons pas intolérants. Et en soutenant, ne soyons pas tolérants et ne soutenons Assange de ce point de vue. Patrick Beauchamp, peut-être encore un petit mot. En effet, parce que ça peut paraître petit, vous voyez, ce que je dis ou ce que je fais. Mais je vais redonner un autre exemple, parce que souvent on me dit non mais c'est pas vrai, tu exagères. Quand on dit admettons, il ne peut plus y avoir d'arbres dans les cours d'école. Vous l'entendez un jour. Alors on dit bon, pourquoi il ne peut pas y avoir d'arbres dans les cours d'école? Ben, il ne peut pas y avoir d'arbres dans les cours d'école parce qu'on peut glisser sur une feuille. Ou on ne peut plus mettre dans les cours d'école un arbre fruitier parce qu'on peut se battre avec un fruit. Et donc, vous dites, mais c'est pas possible, c'est pas dans le règlement. Non, c'est pas dans le règlement, mais comme les cours d'école sont gérés par les collectivités locales ne peuvent plus balayer les cours d'école. Alors on dit, pour faire une économie, donc, comme ça, sans s'en rendre compte, on met plus d'arbres dans les cours d'école. Ou on met pas de terre dans les cours d'école, on met plutôt de l'asphalte dans les cours d'école. Puis dans le même temps, on dit, mais il faut enseigner l'écologie aux enfants. Et donc, dans la classe, on fait pousser donc, une plante dans un pot. Et la plante que l'on fait pousser, exemple, c'est un noyau d'avocat que l'enfant ne verra jamais. Et donc, si on est tolérant sur ça, on voit bien qu'il y a une dislocation complète du rapport à la nature et du rapport d'un enfant à la nature ou de la classe. Donc, c'est pas grand-chose. Mais c'est une toute petite leçon de dire, eh ben, revenons pour voir si on ne peut pas planter un arbre fruitier dans une école. Donc, un jour, il y avait un arbre fruitier dans une école que j'ai construite. J'ai laissé l'arbre fruitier. On a dit, mais vous n'allez pas laisser l'arbre fruitier, puisqu'ils vont se battre avec les fruits. Non, mais puisque l'arbre est là, et qu'on défend l'idée qu'il faut sauver la nature, peut-on laisser l'arbre?
et on a laissé l'arbre fruitier. Et peut-être que pour la première fois, un enfant de l'école que j'avais faite avait compris que le jus de pomme venait d'une pomme pressée. Vous voyez, donc le chemin est long, et donc c'est pas grand-chose. Mais si chacun, tous les jours, à chaque fois, on lançait cette alerte, arrêtons quand même de continuer à construire des écoles comme ça, des cours comme ça, de se comporter comme ça, peut-être qu'il y aurait, vous voyez, on aurait un lanceur d'alerte permanent sur les grands et les petits sujets, et on relierait le petit au grand, et je pense que la vie pourrait peut-être être sans cesse sur le qui-vive. Voilà, je n'ai d'autre à dire. Donc chacun doit être un lanceur d'alerte. Chacun doit être. Oui. Chacun doit être un lanceur d'alerte. Ah bah, ça veut dire que chacun d'entre nous doit être un lanceur d'alerte. Un lanceur d'alerte, oui, bien sûr. Ben oui, bien sûr. Nous devrions tous avoir cette mission citoyenne d'être des lanceurs d'alerte, d'alerter et de permettre la conversation aussi. Qu'est-ce que fait cette femme ou cet homme qui alerte? Elle crée l'oreille, elle crée l'écoute, elle crée déjà un champ qui est autre que le champ du signe, justement, sans jeu de mots. C'est-à-dire un champ où l'on s'adresse à l'autre par signe, par communication. On s'adresse à l'autre dans un champ symbolique, je vois que Bernard Stiegler nous revient. C'est-à-dire que l'autre, l'oreille de l'autre et la construction de l'autre est essentielle dans l'histoire. Et que l'information, en effet, elle est faite pour que l'autre puisse construire. Je veux bien dire un petit mot, moi, Allez-y. Pour compléter ce que viennent de dire nos amis, et me resituer dans le contexte du travail de Wikileaks. Wikileaks pose toutes ces questions à une échelle planétaire. Donc dans le toute petite cour d'école de Patrick Bouchain, est traversée, comme le monde entier aujourd'hui est traversé, par des processus, par des dispositifs qui modifient radicalement notre espace public et nos espaces privés. Et cette transformation-là nous appelle à repenser l'école, les arts, le théâtre, la philosophie, de manière radicale. Et je pense que le geste que fait Wikileaks, nous soutenons Julian Assange, mais aussi Wikileaks, qui est une organisation, qui est un travail dans le long terme depuis des années, avec une ténacité incroyable et une réflexion sur le monde d'aujourd'hui. Nous essayons là, dans cette soirée, d'articuler tout cela avec la vie dans toutes ses dimensions, pas simplement avec la vie telle qu'on la voit sous l'angle de la rubrique geek et actualité du numérique. C'est un peu comme ça qu'on a conçu cette soirée, en se disant, ne faisons pas simplement venir des spécialistes qu'on trouve à peu près partout, dans tous les plateaux, qui parlent de la société numérique, des technologies digitales, etc. Essayons d'articuler ces problématiques-là sur lesquelles Julian Assange et Wikileaks nous alertent, mais ils ne nous alertent pas simplement sur l'Afghanistan et les pratiques des États-Unis en Afghanistan, ou toutes sortes des centaines de milliers d'informations de ce type qui jouent un rôle extrêmement important dans la construction de l'information aujourd'hui et que les décideurs ne peuvent pas ignorer. Mais ils nous alertent aussi sur la structure même de l'information et sur ces grandes transformations. On va y revenir dans la deuxième partie. Merci beaucoup Robert Renucci et Patrick Bouchain. On va accueillir maintenant Juan Branco, qui est le conseiller juridique de Wikileaks et qui souhaiterait, donc il va nous faire un point sur la situation juridique de Julian Assange. Bonjour à tous, merci d'être là pour soutenir Julian. Il faut tout d'abord vous dire que c'est extrêmement important pour Julian et pour toute l'équipe de Wikileaks d'avoir une présence nombreuse. Et donc moi je parle du point de vue juridique et de l'équipe de défense d'Assange et de Wikileaks, mais en fait nous finalement ce qu'on fait, c'est qu'on se repose sur des masses de personnes qui à un moment ou à un autre décident d'appuyer et de montrer leur soutien à ces personnes et qui empêchent les pouvoirs et ceux qui sont en mesure de faire quelque chose, de se résigner et d'accepter leur situation et de ne rien faire. Et donc votre présence en masse ici est tout aussi importante que les arguments juridiques qu'on va essayer de défendre devant telle cour ou telle cour d'appel suédoise ou autre pour essayer de changer la situation.
En quelques mots, Julian Assange a été fait l'objet d'une enquête en Suède pour des soupçons et pas des accusations formelles, pas de mise en examen, pas de charge quelconque d'agression sexuelle, qui sont intervenues au moment où il était en train de publier les télégrammes diplomatiques américains, donc plusieurs centaines de milliers de documents qui révélaient des graves exactions commises par l'armée américaine. La conjonction des différents éléments a été évidemment tout de suite considérée comme soupçonneuse, et la gestion de l'affaire depuis l'a été d'autant plus. Ça fait plus de 5 ans, 5 ans et demi maintenant que les processus judiciaires ont été lancés. On a eu une décision de l'ONU récemment considérant qu'ils étaient absurdes et que Julian Assange était détenu arbitrairement par le Royaume-Uni et la Suède, donc une décision quand même d'une des instances les plus importantes au monde sur ces questions. Et malgré cela, on n'arrive pas à bloquer la situation, on n'arrive pas à bloquer le processus judiciaire, et on se retrouve dans une situation où on trouve toute une série d'arguties judiciaires, dont je vais vous passer les détails, qui visent à le maintenir en fait et à justifier discursivement qu'on puisse accepter cette situation. Et en fait, le droit dans la situation de Julian Assange n'est qu'un prétexte, utilisé comme un prétexte par les appareils de pouvoir qui édictent ce droit, qui ont une capacité de contrôle plus ou moins forte sur ceux qui édictent ce droit. Le procureur en Suède n'est pas indépendant pour nous faire accepter sa situation, pour nous faire accepter que quelqu'un puisse rester détenu plus de 4 ans, peut-être 5, peut-être 10, sans qu'à un moment il ait été accusé formellement par quiconque, et sous le simple signe du soupçon. Il faut quand même prendre en compte que ce que dit l'ONU dans sa décision, c'est que c'est le premier prisonnier politique en Europe depuis très longtemps, et il est reconnu officiellement comme tel. Et c'est quelque chose qui devrait nous indigner, qui devrait nous interroger quand même de façon très forte, à la fois sur notre incapacité à changer son destin, à sortir de cette situation, et aussi sur l'indépendance et la nature des pouvoirs judiciaires aujourd'hui en Europe, et de la nature de notre démocratie de façon générale, et la possibilité de maintenir quelqu'un sous lettre de cachet, en quelque sorte, dans une situation complètement scandaleuse, et sans que personne, malgré le fait que tout le monde reconnaisse que c'est une situation absurde, ne réussisse à le faire bouger. Donc voilà en quelques mots, pour finir, nous on essaie de sortir Julian de cette ornière. On fait depuis le point de vue juridique, comme je l'ai dit, cette action juridique en fait repose sur vous, repose sur la mobilisation citoyenne. Elle n'est qu'une excuse, un prétexte, une façon de faire pression, et il ne faut pas oublier que au final tout ça reposera sur vous. Et juste un dernier mot, cette équipe juridique est quand même menée pas par n'importe qui, par des gens comme Balthazar Garzón, qui était celui qui avait fait arrêter Pinochet au nom de la justice universelle à Londres, et des personnes qui ont payé souvent de leur carrière le fait de s'être engagées. On a beaucoup parlé de vérité pour une certaine idée de la vérité, et qui ont décidé à un moment de sortir du confort dans lequel ils étaient pour s'engager auprès de lui. Je lui laisse la parole. Around 10 cities. I am normally very isolated here at the embassy, so I understand that it's a bit of a shock to be speaking to perhaps 100,000 people from these different venues and online. But it's quite incredible to see this extent of support for me, for WikiLeaks, for the people that we fight together for knowledge and understanding of the world. Of course, this event didn't come from nowhere. It came from the blood and sweat of courageous people. People putting in a lot of hard work at the different venues, and I'll mention some of those afterwards. I only have a few minutes to talk, and so I thought I would just say something perhaps that is not to be expected. I'm sure all of you must expect that I speak about the injustice that I have
personally gone through and not supposed to be. Well, I have been detained without charge as of today for 2,022 days and 4 years in the embassy. But there are some consolations to being arbitrarily detained. And there is some luck in being an accused person. Luck in being accused of being a spy, a terrorist, luck in being accused of being a sex criminal. And you might think that surely it is a shock and a devastation to wake up to find one transformed into a demon, into a thing, into an unspeakable thing, a frightening thing. No, it's wonderful, because it is not that you change, it is that others change. You stay the same, but you now have a gift. You now have a superpower, the superpower of the accused. This superpower is to reveal the true characters of others. Who does not long from childhood for such a power, to understand the true nature of one's friends? We are not traduced, we the accused, but the people and states around us are. Great characters rise and great cultures step forward to shine. False smiles fade, concealed alliances are revealed, the timid retreat, and love is no longer merely a word, but it is an action. This is the superpower of the accused, and it is no more prevalent in the superpower of the accused by superpowers. There are many of us now. Chelsea Manning, serving 35 years in a US military prison, tortured, alleged to be my co-conspirator. Deal is coming in 2 months. Jeremy Hammond, sentenced to 10 years in the United States for allegedly revealing information to the public. Barrett Brown, US journalist that we work with. Laurie Love, here in the UK, where the United States is about extradition. Edward Snowden, who has asylum now in Russia. Gottfried Svartholm, one of our consultants who was renditioned illegally by Swedish intelligence services from Cambodia to Sweden. Although none of us are special, we gather around us the very special. And we do it because of this superpower of the accused. The people who have constructed this event are special people. They have resisted the filters and fear that normally keep timid people or people with false alliances at bay. So I want you to look around you and understand that, at least for the organizers and the speakers who are performing all for free, that these are interesting people with good character, and you should form alliances with them. And to a degree, the people in the audience, having come, have something about their quality that is special. I want to very briefly look ahead for WikiLeaks through the next year. WikiLeaks is our greatest modern library. It is now 11 million volumes of persecuted knowledge that reveal how the world works. It is a romantic dream to construct such a library, to educate the world on where power truly resides, and by understanding that we have a hope to change it. This library has been built by our love, the love of our sources, our savings, and yes, even by nearly 100 years of prison time all over the world from different people. This is a library of modern knowledge containing a treasure, and this is a library that is besieged by barbarians, besieged by barbarians
barbarians who want to destroy it. They besiege it for years, but the library keeps growing, and its defenders keep growing. And I hope the people in this audience will become defenders of this great romantic dream. Now, some of those defenders who exist already, I want to name. None of this, of course, for me personally, would be possible without the people and government of Ecuador, including the president, Rafael Correa. A small country of 14 million people, but a very brave and principled country whose position in defending my asylum and that of others has been an inspiration to many. For this particular event, there's more than 60 speakers, and I cannot possibly begin to thank all those people involved. But Shreko Horvat, whose principal idea this was, and who spent an enormous amount of time gathering people together, Kostas Epimeros from the Press Project, Yanis Varoufakis, who's the reason behind it, Paddy Smith and PJ Harvey, performing artists, Lieback, who made that amazing whistleblower you saw, Vivian Westwood in Milan, who transferred a whole fashion show to represent our struggle today. The 60 wonderful speakers who are too numerous to name, except for Noam Chomsky. Now the 86th year, I see you know, I see you with my superpower of the accused. And now I have managed to get a very unusual and special guest, which is really quite impressive that they've turned up. Let's see if they have actually turned up. This is the Foreign Minister of Ecuador, Julian Long, who came to the embassy today because for 4 years he has an appointment tomorrow with the British Foreign and Commonwealth Office. Of course, because I keep causing him in Ecuador to grief in this situation. But anyway, he has a few words to say. Thanks, guys. I really appreciate it. Ok, buenos días, buenas tardes por todas y todos. Un saludo muy fuerte, un fuerte abrazo a los ecuatorianos que nos escuchan esta tarde y que apoyan nuestra causa. I gather that most of you are English speakers, so I'll speak to you in English on this day. On a day like this, 4 years ago, Julian Assange entered our embassy, the premises of the Ecuadorian Embassy in London, and requested asylum to the government of Ecuador. He feared for his life, his physical integrity, his liberty. He felt that he was facing persecution for his journalistic work that exposed terrible crimes and grave violations of human rights. The treatment handed out to Chelsea Manning justified these fears. 2 months later, the Ecuadorian government took a bold decision. Julian Assange was granted asylum. Ecuador took this step in order to protect and safeguard his life and his integrity. It was a principled decision that resonated across the whole world. Despite threats, harassment, and smear campaigns, Ecuador stood firm in the face of all the pressure it faced to revert its decision. We have never regretted it. We've never regretted our decision. We are a country committed to protecting and promoting basic human rights
and to defending those who devote their lives to human rights. And in times when other governments often evade their responsibility and refuse to welcome people that escape political persecution or war, Ecuador takes principled and effective action. Some of you may not know that our country hosts the largest number of refugees in Latin America. And these people, the refugees in Ecuador, don't live in refugee camps, but are fully integrated in our society. 4 years on, we uphold our decision to grant Julian asylum because the conditions that made him fear for his physical integrity have not fundamentally changed. Despite Ecuador's multiple efforts to broker a satisfactory solution for all parties, Sweden and the UK refused to commit themselves to not extradite Julian Assange to a third country. The UN has recently declared that Julian Assange is being arbitrarily detained. He is confined in a tiny building. His health has substantially deteriorated. The UK and Sweden have repeatedly called on countries to comply with such UN rulings on arbitrary detention. And yet, in this case, both countries are ignoring that decision. My government believes that principled action brings fundamental change. Julian Assange, Chelsea Manning, Edward Snowden, and many others have made a unique contribution. Beyond denouncing terrible crimes against humanity, as well as severe violations of human rights, they opened up and shaped a global debate which is fundamental today. How imbalances of power affect the ways information is produced, distributed, and controlled, and how this impacts all aspects of our lives, of everyone's life. 4 years on, Ecuador remains firmly committed to uphold the asylum granted to Julian Assange, and at the same time to devoting its best efforts to end Julian Assange's arbitrary detention. 4 years is far too long. Let's put an end to this. Alors, je ne vais pas tout traduire parce que c'était fort long. Je vais essayer de résumer l'intervention de Julian Assange, qui dit donc je suis en général isolé, c'est un choc de parler à autant de personnes en même temps, qui évidemment est très heureux de ce soutien pour lui, pour Wikileaks, pour les gens qui luttent pour la connaissance. Oui, chacun d'entre vous pense que je vais parler du fait que je suis détenu sans avoir été mis en examen depuis maintenant 4 ans. C'est une vraie consolation après avoir été accusé, après avoir été espionné, après ce choc où j'ai été transformée en démon, je pense qu'on peut. Il parle aussi de super pouvoir des personnes accusées, parce que ça permet de révéler le véritable caractère de ceux qui vous entourent. L'amour n'est pas seulement un mot. Plusieurs références évidemment à Chelsea Manning, condamnée à 35 ans de prison aux États-Unis, à Barrett Brown, à Lori Love, à Edward Snowden. Remercie évidemment ceux qui ont construit cet événement. Nous invite à regarder autour de nous, à former des alliances. Parle de Wikileaks comme la plus grande bibliothèque moderne qui permet d'éduquer le monde et de comprendre que nous avons un espoir de le changer. Une bibliothèque de la connaissance moderne assiégée par des barbares qui veulent la détruire. Et il dit « J'espère que les gens présents dans le public deviendront des défenseurs de ce rêve romantique. » Il remercie
qui a fait la musique, Vivienne Westwood, Srećko Horvat, qui est le philosophe croate qui est à l'origine de l'événement. Voilà. Et il remercie évidemment l'Équateur, dont on entendait le ministère des Affaires étrangères, Guillaume Long. Est-ce que je me suis à peu près... Voilà. Je vais donc maintenant laisser la parole à Edoui Plenel, fondateur, journaliste et fondateur de Mediapart. Bonsoir. Il y a 10 ans, en 2006, un jeune activiste australien de 35 ans disait ceci: « L'injustice ne peut trouver de réponse que lorsqu'elle est révélée. Car pour que l'homme puisse agir intelligemment, il lui faut savoir ce qui se passe réellement. » Un an après cette déclaration d'intention, Julian Assange, car c'est de lui qu'il s'agit, fondait Wikileaks. Nous sommes ici pour défendre celui qui est déjà le héros du droit de savoir au XXIe siècle. Comme il y eut des héros de la libre pensée, des héros de l'accès au droit partagé, à l'égalité. Julian Assange incarne aujourd'hui 4 ans de réclusion à l'ambassade d'Équateur à Londres. Chelsea Manning, 35 ans de prison. Edward Snowden, 3 ans d'immobilité en Russie. Tous incarnent ce droit fondamental, ce droit plus important que le droit de vote. Car l'on peut voter et être trompé et être aveuglé, et donc voter pour son pire malheur. Le droit de savoir, c'est le droit de savoir tout ce qui nous permettra d'être libres et autonomes dans nos choix, savoir tout ce qui est d'intérêt public, savoir tout ce qui est fait en notre nom. Julian Assange, dans le monde de la modernité d'aujourd'hui, avec ses enjeux entre ombre et lumière, entre progrès et régret, revitalise une immense tradition, celle qui a porté dans notre monde les idéaux démocratiques. La révolution parlementaire britannique au XVIIIe siècle, criant « Open the books », ouvrez les livres, nous voulons savoir ce que vous faites de l'argent des impôts. La Révolution française, où au premier jour de l'été 1789, le patron du tiers-État, premier maire de Paris, Bailly, dira « La publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple ». La Révolution démocratique américaine et son premier amendement disant qu'on ne peut pas faire de loi contre la liberté de la presse, pas plus que contre la liberté de réunion, pas plus que contre la liberté de croyance. La force de Julian Assange en créant Wikileaks, c'est d'avoir revitalisé cet idéal au cœur de notre modernité, d'avoir compris que la révolution numérique était un champ de bataille, qu'elle pouvait être une arme contre les peuples, mais qu'elle pouvait être aussi une immense arme des peuples contre les pouvoirs. Ceux qui pensent qu'ils savent mieux que nous ce qui est bon pour nous, ceux qui veulent décider à notre place, ceux qui veulent absolument rester au pouvoir, ceux qui veulent, en restant au pouvoir, servir des intérêts oligarchiques, les intérêts de l'avoir, les intérêts de la prévarication, les intérêts de la spéculation. Il a compris que dans ce monde global, dans ce monde de transition, dans ce monde qui par bien des aspects est celui de la Renaissance en écho, celui où peut-être que le numérique restera comme l'invention de l'imprimerie, comme un moment de grande potentielle appropriation des savoirs communs par le n'importe qui de la démocratie. Il a compris que dans ce moment où il n'y a pas de certitude, où il n'y a pas de sauveur suprême, d'homme providentiel, de programme préétabli, nous n'avons qu'une arme, le savoir, et qu'une arme, la démocratie, la radicalité démocratique.
Et il a compris que du coup, il y avait là la possibilité d'une arme du faible au fort. Ces pouvoirs d'État, ces pouvoirs financiers, sans frontières, si puissants, nous pouvons les bombarder d'informations et du coup les mettre à nu et du coup les montrer dans leur fragilité insigne, dans leur irresponsabilité profonde, dans leur incompétence véritable. Et en faisant cela, il n'a pas que simplement lui-même et d'autres qu'il a invités à faire révéler des documents. Il a agi. Il a agi sur des choses aussi essentielles que la guerre, que la richesse, que l'intimité de chacun d'entre nous. La guerre, la part d'ombre de cette guerre dite contre le terrorisme qui a gagné toutes nos nations, qui est une façon de nous mettre en congé, de dire « ayez peur » et je m'occupe du reste, et du coup, de violer nos propres principes, de banaliser la torture. La première grande révélation de Wikileaks qui fit le tour du monde, c'est une vidéo, Collateral Murder, une vidéo où 2 journalistes irakiens sont assassinés, où des gens sans armes autour d'un café sont pris comme cible. Une vidéo terrible où l'on entend les voix, les commentaires des pilotes d'hélicoptères et de ceux qui tirent sur ces civils. C'est de cette violence-là qu'est né ce qui nous a frappés l'année dernière à Paris, la destruction de l'État irakien, la brutalisation de la société irakienne, la guerre, la torture, ces mensonges. Mais la richesse, les paradis fiscaux, l'évasion fiscale, tout ce qui a suivi, LuxLeaks, Panama Leaks, vient de là. Et puis aussi, notre intimité privée. Safe Harbor, la Cour européenne de justice, la Cour de justice de l'Union européenne a rendu une décision pour nous protéger tous, disant que nos données sur Facebook sont envoyées là-bas, de l'autre côté de l'Atlantique, et qu'elles ne sont pas protégées. Et elle a rendu cela public en s'appuyant sur les révélations d'Edward Snowden. Un mot pour conclure. Nous avons besoin de héros pour nous réveiller, d'exemples qui nous donnent du courage. Cela a été dit tout à l'heure en citant d'autres références, mais je pourrais citer cet homme de théâtre, Max Frisch, pire que le bruit de bottes, le silence des pantoufles. Être solidaire de Julian Assange, crier honte à nos gouvernants qui ne lui ont pas donné l'asile, crier à cette Union européenne qu'elle n'a pas été au rendez-vous de ses principes fondamentaux en ne les accueillant pas, c'est aussi nous inviter, nous, à être au rendez-vous de leur exemple, à être nous-mêmes aussi des acteurs de cette révolution démocratique qu'appelle la révolution numérique. Merci. Merci Edwige Plenel. On va maintenant écouter, alors en vidéo aussi, Yves Citon, professeur de littérature à l'Université de Grenoble, co-directeur de la revue Multitude, si je ne me trompe pas, et qui était l'auteur en 2014 d'un ouvrage intitulé « Pour une écologie de l'attention ». On l'écoute tout de suite. Alors, je suis très honoré de parler de Julian Assange, mais aussi Chelsea Manning, mais aussi Edward Snowden, mais aussi tous ces gens qu'on appelle des lanceurs d'alerte en français ou des whistleblowers en anglais. Hein. Whistleblowers, des sonneurs de sifflets, des souffleurs de sifflets. Et à la fois, il y a quelque chose qui relève clairement de la parésia, du courage de la vérité dans leurs actes, parce qu'ils sont en prison, persécutés, empêchés de vivre la vie qu'ils souhaiteraient vivre. Mais autant que cette dimension de parésia, de courage de la vérité dans la tradition foucaldienne, il me semble qu'il y a quelque chose de très important qui est leur rôle de média-activiste. Ce sont des gens, et il me semble que ce sont parmi les premiers, même si ce n'est pas aussi simple, de personnes qui arrivent à monter un média global qui fait que toute la planète parle d'Edward Snowden lorsqu'il fait ses fuites, que toute la planète parle de Panama lorsque quelque chose sort de Panama, ou de Luxembourg, ou de l'Afghanistan avec Chelsea Manning et Wikileaks.
Qu'est-ce que ça veut dire ça? Il me semble que ça les inscrit dans une tradition qui finalement est très longue, plus longue peut-être que celle de la parésia du 19e siècle, même si on ne remonte pas jusqu'à Solon, qui est ce qui se passait au 18e siècle, entre autres, lorsque justement on invente les médias. Alors, c'est l'encyclopédie, c'est la correspondance de Voltaire qui met en place des réseaux et qui révèle toute une série de choses, mais c'est aussi quelque chose qui s'appelait en particulier les mémoires secrets. Les mémoires secrets, c'est une série de petites notices, ça pourrait être des câbles d'ambassade finalement, c'était des petites notices sur l'actualité entre 1762 et la Révolution, qui ont fait l'un des best-sellers du XVIIIe siècle. Les mémoires secrets de Pidança de Mérobert, qui circulait sous le nom de Bachaumont, ont été un des grands best-sellers qui faisait quoi? Qui donnait des nouvelles. Alors, des nouvelles sur des stars, des nouvelles qui aujourd'hui nous semblent insignifiantes, mais qui étaient des choses dont on ne devait pas trop parler, et qui faisaient un petit peu le buzz de l'époque. Et qu'est-ce qu'il y a eu, hein? Ces nouveaux médias, ces périodiques qui se mettent en place à l'époque, qui conquièrent de nouveaux publics, de même que l'encyclopédie. Alors c'est trop facile de dire que ça a causé la révolution, rien ne cause une révolution de façon linéaire. En même temps, ça a participé à rendre un certain régime, à rendre un certain nombre de choses inacceptables. Et là, dans les whistleblowers d'aujourd'hui, qui révèlent un certain nombre de choses qui sont inacceptables, moi j'ai plutôt envie de mettre l'accent sur le sifflet que sur le siffleur. Oui, il y a des gens qui sont en prison, oui, il y a Julian Assange dont on parle ce soir, oui, il y a Chelsea Manning qui s'est fait persécuter et qui continue à se faire persécuter dans les prisons américaines, et en même temps, c'est ce réseau, c'est Wikileaks qui se met en place, dont Julian Assange se présente comme l'éditeur en chef. C'est intéressant, il me semble, ce terme d'éditeur en chef. On retrouve quelque chose que théorise en France quelqu'un comme Olivier Bomzel qui parle de protocoles éditoriaux. Peut-être que ce qu'il y a de plus intéressant, de plus inspirant derrière quelque chose comme Wikileaks, c'est un nouveau médium, un médium ou média qui est d'ores et déjà global, et à mon avis on n'aura pas d'Europe, on n'aura pas d'intellectualité européenne ou d'intellectualité mondiale tant qu'on n'aura pas mis en place des médias. C'est pour moi le grand charme des accélérationnistes que de poser cette question de la nécessité de structures, d'infrastructures médiatiques mondiales, et quelque chose comme le scandale, hein, le buzz qui vient de la parésia à l'occasion d'affaires comme Wikileaks, comme Edward Snowden, etc., ça met en place, ça fraye un système de résistance médiatique, mondial, planétarisé, avec, oui, des gens qui se sacrifient, mais plein de gens qui relayent ceci, qui vivent cette indignation et qui font circuler une circulation d'affects, d'informations qui petit à petit, me semble-t-il, prend forme. Et est-ce que ça va conduire à une révolution? C'est un petit peu trop facile de mettre 1789 à l'horizon de ce qui est en train de se passer maintenant, mais en tout cas qui fait fermenter les choses à une échelle nouvelle à travers un activisme qui est proprement médiatique. Et on va maintenant accueillir Patrick Braouezec, je le cherche dans les yeux. Ah, il est là. Ancien maire de Saint-Denis, ancien député, aujourd'hui président de la communauté d'agglomération de Plaine Commune, qui est donc le territoire d'expérimentation d'un projet très cher à Bernard Stiegler, le territoire prenant contributif, peut-être qu'il reviendra dessus d'ailleurs tout à l'heure. Et vous êtes actuellement donc membre de la Fédération pour une alternative sociale et écologique, après avoir quitté le Parti communiste il y a plusieurs années, me semble-t-il. Et je vous laisse maintenant la parole. Merci, bonjour à chacune et chacun d'entre vous. Quand Bernard m'a demandé de venir à cette soirée en me disant est-ce que tu serais d'accord pour témoigner un soutien à cette soirée-là, je me suis demandé pourquoi moi, même si on a l'occasion de travailler depuis un certain temps, et puis finalement pourquoi associer à cette soirée un homme politique comme parmi d'autres, plein d'autres. Alors peut-être parce que ça ne se résume pas mon parcours politique, j'avais 37 ans et demi membre du Parti communiste français, où j'ai pu prendre ma retraite, 37 ans et demi. Issu d'une famille ouvrière, ayant passé le concours d'école normale pour être instituteur. J'ai été 20 ans instituteur, ces écoles chères à Patrick Bouchin. Et puis, effectivement, je me suis investi dans le mouvement syndical, le mouvement associatif, et puis ensuite j'ai adhéré au Parti communiste, autour d'une idée alors qui peut-être, pour certains d'entre vous, vont surprendre, mais cette idée
de justice, d'égalité, de vérité. Et c'est autour de ça que je me suis engagé dans ce parti, pour le quitter effectivement après, entrer en dissidence assez rapidement d'ailleurs. Les enjeux... alors je me suis dit, donc je suis un homme politique, et qu'est-ce que je peux dire qui serait original dans une soirée comme celle-ci? Puisque j'assume, comme tout homme politique, l'impuissance publique qui se caractérise dans ce monde. On parle du pouvoir des GAFA. Et je dois vous dire que je suis très content de participer à cette soirée parce qu'il y a 15 jours, dimanche soir, jour pour jour, je finissais le livre de Marc Duguin et de Christophe Labbé, L'homme nu. Et le réflexe que j'ai eu, c'est de dire à ma femme, tiens, je vais jeter tout, ma tablette, le portable, parce que ça y est, c'est fini. D'ailleurs, dans le dernier chapitre, il est déjà trop tard. Et peut-être qu'il n'est pas trop tard grâce à des gens comme Assange ou Snowden. À un bout, finalement, là où l'action est sans doute la plus dure, et pourtant c'est celle qui est la plus nécessaire. Mais à l'autre bout, je voudrais faire le lien avec ce que disait Patrick Bouchain sur les petites choses. Il y a tous ces gens qui désespèrent finalement d'une révolution globale ou d'un changement qui viendrait du haut, et comme le disait aussi Zizek, qui transforment finalement la vie, leur vie, et par là même transforment aussi le monde. C'est les défricheurs que décrit très bien Éric Dupin dans son livre. C'est un peu ça aussi qui nous anime, et Bernard en parlera sur le territoire. Comment faire territoire autrement? Comment, pour reprendre une formule qui avait été très portée au début du XXIe siècle, comment faire un autre monde possible? Ce qui m'a fait plaisir, c'est que Ken Loach le reprenne il y a quelques semaines. Il y a différentes façons de le faire, au niveau local, par son action, en considérant que tout ce que l'on fait finalement contribue à soit poursuivre cette société de divertissement, cette société d'aboutissement, où finalement ces GAFA et ce Big Mother, pour reprendre le terme de Marc Duguin, parce que c'est quelque chose qui nous endort, il y a un petit peu de cocooning dans tout ça, mais qui tue la démocratie. En tant qu'homme politique, j'ai toujours essayé d'être dans le vrai. Alors dans mon vrai, donc plutôt proche de la définition de Foucault, la véridiction, c'est-à-dire en sachant qu'il n'y a pas de vérité, mais qu'il y a une vérité qui est celle que l'on se fait de là où on est. Et à plusieurs reprises, je me suis trouvé en tant que hors-la-loi. Ça rejoint l'idée que la loi n'est pas figée et on doit être des subversifs par rapport à cette loi. Et que les élus doivent être aussi des facilitateurs de cette subversion. Ils ne doivent pas enrayer justement toutes les initiatives qui visent à faire évoluer, bouger la loi quand elle est injuste. Je pense par exemple, on va bientôt, dans quelques semaines, on va à Saint-Denis on va fêter les 20 ans de la lutte qu'on a menée pour la régularisation des sans-papiers. Aujourd'hui, ces luttes sont bien lointaines, tellement on ne parle plus beaucoup de ces situations. Donc mon devoir, et je termine, mon devoir politique, c'est quand même de se dire que ce que font des gens comme Snowden ou Assange dépasse largement notre action, nos petites actions, parce qu'ils dénoncent un système dans sa globalité, ils le payent de leur propre liberté. Et c'est en ça qu'il faut qu'on les soutienne, mais plus qu'on les soutienne, il faut peut-être aussi qu'on cherche à continuer à décrypter ce qu'ils dénoncent, et puis à reprendre la main, parce que c'est la meilleure façon, finalement, de leur rendre justice et hommage, c'est qu'il faut qu'on reprenne la main publiquement, que le public, ou plutôt que
l'ensemble des forces publiques, quand je dis forces publiques, c'est les citoyens, c'est les associations, c'est tout ça, les forces publiques reprennent la main sur cette révolution technologique, médiatique, car aujourd'hui, ce n'est plus les politiques qui gouvernent les médias, c'est bien des grands groupes financiers, et avec tous les dangers que ça représente pour la démocratie. Si on ne veut pas, quelque temps, être complètement assujetti à ces GAFA, il faut réagir et créer les conditions pour qu'effectivement on se dote de nos propres outils pour lutter à l'échelon international contre leur pouvoir, un pouvoir qui devient complètement... il y a, dans la situation de Assange et Snowden, je pensais à un moment à Guantanamo, parce qu'on est dans l'arbitraire du total, et qu'il y a aujourd'hui des États qui se situent au-dessus de la communauté internationale. Quand ceci s'arrêtera, c'est peut-être aussi une question qu'il faudra qu'on pose à tous nos candidats à la présidence de la République prochainement. Quel est leur engagement, et aussi aux élections législatives, quel est leur engagement par rapport à ceci? De Noam Chomsky, linguiste, philosophe, professeur au Massachusetts Institute of Technology et figure de la gauche radicale américaine assez segmentante, on va dire, souvent controversée. Noam Chomsky. Donc. Julian Assange has performed an enormous service to all the people in the world who treasure the values of freedom and democracy, and who therefore demand the right to know what their elected representatives are doing. And for that very reason, he's one of the most dangerous criminals on the face of the earth, pursued with savagery by the rulers of the free and democratic societies. And there's a reason. There is a basic principle of government that's well understood by serious analysts. Actually, it was explained quite clearly by the professor of the science of government at Harvard University, the distinguished liberal political scientist and a government advisor, Samuel Huntington. He observed, I'll quote him, that the architects of power in the United States must create a force that can be felt but not seen. Power remains strong when it remains in the dark. Exposed to the sunlight, it begins to evaporate. And he gave some telling examples concerning the real nature of the Cold War. He was discussing U.S. military intervention abroad, and he observed, I'll quote him again, that you may have to sell intervention or other military action in such a way as to create the misimpression that it is the Soviet Union that you're fighting. That's what the United States has been doing ever since the Truman Doctrine. And there are many illustrations of that leading principle. Well, Julian Assange has committed the grave crime of exposing power to sunlight, which may cause power to evaporate if the population grasps the opportunity to become independent citizens of a free society rather than subjects of a master who operates in secret. And that's a choice. And it's long been understood. In fact, it has long been understood that the public can cause power to evaporate. The one leading thinker who understood and explained this critical fact was David Hume, writing on the first principles of government in one of the first modern works of political theory, almost 250 years ago. His formulation was so clear and pertinent that I'll simply quote it. Hume found nothing more surprising than to see the easiness
with which the many are governed by the few, and to observe the implicit submission with which men resign their own sentiments and passions to those of their rulers. When we inquire by what means this wonder is brought about, we shall find that as force is always on the side of the governed, the governors have nothing to support them but opinion. 'Tis therefore on opinion only that government is founded, and this maxim extends to the most despotic and most military governments, as well as to the most free and the most popular. Actually, Hume underestimates the efficacy of violence, but his words are particularly appropriate to societies where popular struggle over many years has won a considerable degree of freedom. In such societies, such as ours, force really is on the side of the governed, and the governors have nothing to support them but opinion. That is one reason why the huge public relations industry, the most immense propaganda agency in human history, developed and reached its most sophisticated forms in the most free societies, the United States and Britain. That institution arose about a century ago when elites came to understand that too much freedom had been won for the public to be controlled by force, so it would be necessary to control attitudes and opinions. Et donc Bernard Stiegler pour une dernière intervention, alors un petit temps de discussion. Merci beaucoup pour votre attention. J'ai souligné dans un article qui est publié dans libération.fr quelques points que je vais reprendre ici simplement pour rebondir un petit peu sur ce qui s'est dit là ce soir. Bon, nous avons tous compris l'importance géopolitique planétaire du geste de Julian Assange et de Wikileaks. Nous avons aussi d'ailleurs dit tout à l'heure à plusieurs reprises qu'il était important d'articuler ces choses-là avec les petites choses dont parlait Patrick Bouchard par exemple. Depuis Wikileaks et Snowden, et Assange, Snowden et bien d'autres sont apparus, et en particulier Antoine Deltour et Raphaël Allen tout récemment, qui sont maintenant eux-mêmes poursuivis. Je pense qu'un point très important à souligner, c'est le fait qu'avec Assange et la manière dont son organisation, les Wikileaks, pratique les wikis. Les wikis qui sont une technologie numérique en effet, qui permet des nouvelles procédures de coopération qui étaient inconcevables, par exemple à l'époque des médias de masse analogiques, des médias que Adoré Horkheimer critiquait en 1944. Des possibilités nouvelles sont apparues dans les formes de véridiction dont Michel Foucault proposait dans les années 70 et 80 l'analyse, et dans ce qu'il appelle les régimes de vérité. Il est très important ici d'inscrire la vérité dans une histoire des régimes de vérité et de ses possibilités concrètes à travers les technologies qui permettent de les transmettre. Et les technologies en question commencent au paléolithique supérieur. Ce ne sont pas des technologies industrielles, mais ce sont des technologies tout de même. Aujourd'hui, nous vivons à l'époque d'une exploitation industrielle des technologies de véridiction qui sont aussi des technologies de dissimulation et qui sont toujours des pharmacas, pluriel de pharmacone en ce sens-là. C'est ce que rappelait tout à l'heure Edwin Plenel. Et c'est fondamental que nous saisissions de ces processus. Alors ce que je voudrais dire, c'est que je crois que nous entrons dans le temps de ce que j'appellerais le post-hacking. Ce que j'appelle le post-hacking, ça n'est pas le dépassement de ce que pratiquent les hackers. Julian Assange est un hacker, un activiste avec un H, qui pratique
une intelligence, un développement de coopération très concrète, de technologies qu'ils connaissent très bien, aux limites desquelles ils sont capables d'aller, qu'ils sont capables de remettre en cause, et qui ont permis, par exemple, de craquer des secrets, de rendre visibles des traces dissimulées dans une société où les traces sont devenues la base de l'activité économique. Là, les GAFA dont parlait Patrick Bouchelin tout à l'heure, Patrick Boisek, pardon, et la data économie, ce que Antoinette Rouvois appelle la gouvernementalité algorithmique, repose sur ces technologies-là. Je pense qu'aujourd'hui, il faut entrer dans un âge post-hackers. Les hackers sont apparus il y a une vingtaine d'années, grosso modo, avant, en réalité, des années 80, mais disons qu'ils sont devenus des figures publiques à partir du moment où le World Wide Web les a rendus actifs à l'échelle de la scène planétaire, de la scène publique planétaire. Et je crois qu'il est temps aujourd'hui, c'est ça que nous invitait Julian Assange tout à l'heure lorsqu'il parlait de la bibliothèque de Wikileaks. Il est temps de faire un travail sur la base de leur travail. Il n'est plus suffisant de compter sur eux en disant grâce à eux, ces héros, oui, ce sont des héros en effet. Il ne faut pas du tout sous-estimer cette dimension-là, mais héroïque. Ils ont le courage de s'affronter au danger de l'enfermement ou même de la mort. Mais il faut pas seulement que nous les soutenions comme nous le faisons ce soir, il faut que nous les soutenions en construisant sur la base de ce qu'ils font. Alors, tout à l'heure, Patrick a évoqué quelque chose sur quoi nous travaillons en ce moment en pleine commune. Et d'ailleurs, dont j'ai déjà parlé un peu à Julian Assange, et dont j'espère que Julian Assange nous permettra d'enchaîner sur sa réflexion. Parce que, à travers ce projet, je dis cela parce que Assange, nous l'avons reçu, donc je le disais tout à l'heure, au Centre Pompidou, par Skype comme aujourd'hui, dans une discussion publique, puis je l'ai revu il y a 3 semaines à Londres. C'est quelqu'un qui réfléchit énormément. Ça fait 4 ans qu'il est enfermé, il est emprisonné. Il réfléchit beaucoup. Je l'ai un peu signé tout à l'heure, il discute un peu avec des gens comme Evgeny Morozov. Et je pense qu'il est en train d'aller plus loin que le point de départ qui était le sien. Son point de départ, c'était le libertarianisme, on peut le dire comme ça. Un libertarianisme, disons, de gauche, voilà, si on utilise cette catégorie pour le décrire, ce qu'il peut-être il refuserait, qu'il aurait refusé à mon avis il y a 10 ans ou 15 ans. Aujourd'hui, c'est moins net. Aujourd'hui, je pense qu'il se marque plus sur son côté gauche, si je puis dire. Et pourquoi? Eh bien parce qu'il est en train de découvrir aussi tout ce que les choses qu'il a défendues, c'est-à-dire la possibilité de craquer des situations, pas simplement des codes. Ça a conduit à ce que Morozov a écrit, c'est-à-dire le hacking de l'État, la liquidation de la puissance publique et la privatisation des processus de décision et de juridiction. C'est-à-dire, à partir du moment où la vérité est privatisée, ça n'est plus la vérité. Elle ne peut plus être vraie. Parce que ce qui fait que la vérité est la vérité au sens où nous la qualifions, mais dans toutes les sociétés c'est comme ça, d'une certaine manière, toutes les sociétés contemporaines, c'est le fait qu'elle est exposée à la critique des pairs, et les pairs ce sont ceux qui constituent les communs, des espaces communs. Alors, appel commune, c'est ce que nous voulons essayer de lancer. Si vous voulez essayer de lancer, je ne vais pas faire une présentation maintenant, pas instrumentaliser cette soirée pour faire la promotion du projet de commune, mais si j'en parle, c'est simplement parce qu'il est tout à fait possible de faire des choses. Il faut simplement les prendre vraiment. Par exemple, Mediapart est un exemple aussi de réalisation de quelque chose d'extraordinaire. Voilà. Et Libération, il fut un temps où Libération, dans les années 60, fin des années 60, des années 70, était inventif. Mais on ne peut pas être inventif tout le temps. Et puis Libération est là avec nous ce soir. Donc ça veut dire que l'inventivité de Libération est toujours là, d'une même manière. Et que Libération suit cette inventivité, s'y intéresse et la répercute. Mais ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut que nous comprenions que nous devons franchir une autre étape. Nous devons franchir une autre étape en discutant avec les élus, avec les associations, avec les artistes comme Patrick Bouchelin ou Robin Renucci, avec aussi les entrepreneurs, les entreprises, la vie économique, et notamment parce que cette société de la traçabilité, c'est une société d'automatisation qui va nous conduire, je sais ce que vous allez m'écrire, donc je vais conclure, qui va nous conduire à une énorme transformation macroéconomique, considérable.
face à laquelle on doit totalement réinventer les fondamentaux de l'économie industrielle du XXIe siècle, sans parler du transhumanisme, de l'anthropocène et de tant de mutations qui sont en train de se préparer. Donc ce que je crois, c'est que soutenir vraiment fortement Wikileaks, c'est aujourd'hui prendre très au sérieux ce qu'a produit Wikileaks et en essayant de contribuer avec Wikileaks, au-delà de Wikileaks, en produisant ce que Wikileaks ne peut pas produire. Wikileaks est à l'échelle planétaire, parce que de fait, c'est comme ça que ça fonctionne. Il y a de la localité et maintenant il faut articuler ce planétaire et cette localité. Ça, c'est absolument fondamental. C'est à ça qu'essaie de s'employer Ars Industrialis avec Pleine Commune et l'Institut de Recherche et Innovation, en essayant de produire des technologies qui soient au service de la vie des territoires. Voilà, je vous remercie beaucoup. Je crois qu'on va ouvrir une discussion maintenant. Alors, le fait est qu'on a assez peu de temps, puisque en fait, Patty Smith doit monter sur scène dans 8 minutes. Mais ceci dit, il y a peut-être quand même quelques minutes pour une réaction ou d'Edoui Plenel ou de Patrick Braouezek pour continuer cette discussion. Juste en écho à ce qu'a dit Bernard, je voudrais dire deux choses. D'abord, préciser, puisqu'il est passé très vite, cette notion du pharmacone qu'a beaucoup commenté Jacques Derrida, c'est l'idée que le remède est aussi un poison. Et réciproquement. Et donc nous sommes au cœur de cet enjeu de la bataille sur le numérique. Le numérique, c'est la surveillance généralisée, c'est la guerre encore plus déshumanisée avec les drones, c'est le divertissement corrompant l'information. Et puis le numérique, c'est ce que nous faisons ce soir dans plusieurs villes du monde, c'est cette relation sans frontières, ce partage et cette relation où ce ne sont plus des professionnels qui sont propriétaires de l'information, et dans une relation, d'où la figure nouvelle du lanceur d'alerte, qui est bien au-delà de la source du journaliste, et où, d'une certaine manière, la production de l'information est coopérative. La deuxième remarque que je voudrais faire, et c'est cela que je disais qu'il a dit tout à l'heure, dans les temps que nous vivons, qui sont des temps où nous n'avons en effet pas le sentiment d'une vision politique immédiate, tous les peuples traversent actuellement ce temps d'incertitude. Et l'on peut être saisi par la fatalité, par l'immobilité, par la résignation. Or justement, l'histoire dont nous sommes solidaires ici ce soir, dont nous disons notre solidarité ce soir, nous montre que justement ce n'est pas fatal. Et que dans un moment comme celui-là, comme le disait le poète espagnol Antonio Machado, Caminante no hay camino, toi qui chemines, il n'y a pas de chemin. Ça ne veut pas dire qu'il y a une impasse, ça veut dire que le chemin se fait en marchant. Et qu'en prenant son risque, et ce sont de ce point de vue des héros ordinaires, comme nous pourrions tous être des héros, ce ne sont pas des héros qui se la jouent héros. En prenant son risque, regardez le calme, il n'est pas convié ce soir de Snowden, comme le calme de Julian depuis tant d'années, eh bien, en prenant son risque, on peut frayer de nouvelles voies. Et nous le voyons ici même, dans ce pays-ci. Pourquoi se crispent-ils à ce point ? Pourquoi en viennent-ils à mettre en cause nos libertés fondamentales, à devenir des autoritaires, à être explicitement du côté de l'injustice, voire à être des identitaires, à prendre le langage des pires ennemis de nos libertés? Parce que les masques tombent, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils tiennent sur peu de choses, et qu'ils n'ont qu'une puissance, cela a été dit par Chomsky, le secret, l'opacité. C'est la seule puissance qui leur permet de tenir encore, car cette révolution aujourd'hui permet de les dévoiler. Non, c'est pas de timidité, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter après ce que vient de dire Edoui. Finalement, on est tous là où on est responsable. Et c'est ça qui m'a aussi beaucoup intéressé dans la démarche que Bernard Stiegler me proposait sur Pleine Commune, c'est d'en faire c'est de faire de ce territoire un territoire expérimental qui reflète du commun et sans évincer personne a priori. Tu disais, effectivement, le monde économique, on va l'interpeller parce qu'il a aussi sa responsabilité, il faut aussi qu'il fasse un choix par rapport à ce qui est devant nous.
C'est donc le monde économique, c'est les universitaires, c'est les artistes, on en a plein sur ce territoire qui sont prêts à jouer le jeu, c'est les habitants, c'est les salariés de peine commune, je le disais, on a aujourd'hui 70 salariés de peine commune de toutes les catégories, de catégorie C à la catégorie A, qui sont complètement investis dans ce projet parce qu'ils sentent qu'on touche finalement à des choses fondamentales sur le devenir de nos sociétés. Et voilà comment reconstruire effectivement du commun. C'est peut-être encore grâce à cet adjectif que je reste profondément communiste. Merci beaucoup. Je pense qu'on va pouvoir accueillir très bientôt Patty Smith, qui va nous rejoindre. Peut-être un petit mot de conclusion. D'abord, je voudrais beaucoup remercier Patty Smith d'être ici ce soir et de conclure cette soirée. Nous en sommes extrêmement honorés, évidemment. Je voudrais aussi remercier Raphaël Valentin pour la travail. Je voudrais remercier du fait que nous avons développé et préparé tout ça avec beaucoup d'efficacité. C'est très important. Elle nous dira quelques mots tout à l'heure. Et donc, nous allons laisser Patty Smith. Hello, everybody. I just wanted to say something very simple. We heard Julian speak, and one of the things that he said was that WikiLeaks was formed as an act of love. And I think that it's very important for us to reciprocate that love, for us to vibrate, to spread, and to transmit our love back to them, to the volunteers, to the legal teams, to all that have sacrificed, and send our love to the likes of Edward Snowden, trodden foreign ground, to Chelsea Manning, languishing in prison, and to our very blessed accused in the embassy. And so to all of them, to Julian, this little song is for you. I was a wing in heaven blue, on the ocean, soared in the rain, and I was free. I needed nobody. It was beautiful. It was beautiful. I was a pawn, couldn't make a move, couldn't go nowhere, no future at all. Yet I was free. I needed nobody. It was beautiful. It was beautiful. And if there's one thing could do for you, you'd be a wing in heaven blue. I was a vision in another eye, and I saw nothing, no future at all. Yet I was free. I needed nobody. It was beautiful. It was beautiful. And if there's one thing could do for you, you'd be a wing in heaven blue. And if there's one thing
could do for you, you'd be a wing in heaven blue. Merci, WikiLeaks. Thank you, Julian. Pour terminer, j'ai demandé à Raphaël Javary de l'Institut de recherche et d'innovation de nous rejoindre pour nous lire un texte d'Arundhati Roy. Alors normalement, la photo d'Arundhati Roy s'affiche. Arundhati Roy, c'est une écrivaine indienne militante qui a voulu fournir un texte pour cette soirée qui va être lu dans toutes les villes où a eu lieu cet événement. Donc c'était à Naples, Belgrade, Bruxelles, Quito, New York, Buenos Aires, Madrid, Athènes, Montevideo et Sarajevo. Dans une vallée déchirée par la guerre, un peu au nord de Delhi, d'où je vous écris ce message, il s'est passé il y a quelques semaines quelque chose d'intéressant. L'armée a entouré un village dans lequel un groupe de militants était retranché. L'armée a donné l'ordre aux villageois de sortir de leur maison afin qu'ils puissent ouvrir le feu sur la maison dans laquelle se trouvaient les militants. Les villageois sont sortis avec leurs houes, leurs charrues, leurs haches et leurs pelles. Ils ont entouré la maison, ont fait sortir les militants dehors, ils les ont mis au milieu d'eux et les ont escortés hors du village, à l'orée de la forêt, jusqu'à la liberté. J'aimerais que nous puissions faire cela pour Julian Assange. Il est notre militant dans la guerre contre l'impérialisme et le néolibéralisme. Malheureusement, il est emprisonné dans une petite maison, juste en face de Harrods, à Londres, où il se trouve depuis maintenant 4 ans. Il n'y a pas de forêt près de Harrods. Nous ne pouvons pas faire ce que ces villageois ont fait, littéralement. Mais nous le pouvons dans l'esprit, métaphoriquement. Et nous devons le faire. Libérer Julian Assange, maintenant. Merci à tous les intervenants qui ont accepté de venir ce soir défendre Julian Assange. Si vous vous demandez aujourd'hui comment soutenir Wikileaks et Julian Assange, donc vous pouvez déjà rejoindre leur compte Twitter, suivre leur compte Twitter, parler autour de vous de Julian Assange, et puis si vous le souhaitez également faire un don, donc les adresses se trouvent ici. Merci encore pour votre participation et bonne soirée. Non seulement les intervenants, mais évidemment aussi le public. Merci à ceux qui nous ont regardés sur les internets, comme on dit chez Geek, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns dans cette salle. Et très bonne fin de soirée à tous.